toi. 8h33, l'heure à laquelle nous recevons sur le plateau notre invité pour discuter, comme vous le disiez Vanessa, juste avant cette pause météo, de la thématique centrale de cette journée autour de la cohésion sociale, du vivre ensemble, les droits et devoirs de chacun en République gabonaise. Et pour cela, sur le plateau, qui d'autre que lui, qui est venu encore une fois de plus nous éclairer sur la situation. Arnaud Lilian Billy, bonjour et bienvenue. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Vous avez l'air fatigué, vous êtes à 3h ou 2h aujourd'hui? Vous avez trahi un secret de Polichinelle. Oui, c'est clair. Fatigué, mais avec une pêche. Parce qu'on sait que c'est le week-end, on va pouvoir se reposer un tout petit peu quand même. Voilà, ce sera l'heure de la pause. Ça fait du bien. À la suite de ce qu'on pourrait appeler donc une dénonciation du non-respect de quotas des vendeuses gabonaises au niveau du marché de Lambaréné, un conflit ou disons une polémique a éclaté sur les réseaux sociaux entre Gabonais et Béninois, chacun revendiquant un peu ses droits et ça a appelé les autorités béninoises à réagir et appelons aussi en particulier à donc, la retenue et au respect mutuel. Déjà, pour commencer, quel est votre regard sur la situation? D'abord, c'est assez embarrassant de voir que plusieurs de nos amis venus d'ailleurs ne s'intéressent pas à la politique intérieure de notre pays, alors qu'ils devraient fortement s'intéresser à la politique intérieure du pays. C'est la raison pour laquelle ils se mettent souvent en communauté. Donc, ils ont des représentants des communautés. Donc, ils n'ont qu'à bien choisir leurs représentants des communautés qui sont assez instruits et compréhensifs des décisions que l'État prend. C'est-à-dire, quand il y a conseil des ministres, ils doivent regarder. À partir de là, ils connaissent les décisions prises en conseil des ministres et peuvent convoquer leurs communautés respectives pour expliquer que dans les jours à venir, voici ceux et ceux-là qui vont se passer. Quand la toile s'emballe, les États doivent rester stables et assez sereins. Donc ce n'est pas à un État d'aller se préoccuper d'une affaire qui s'est passée dans la toile. Moi, j'ai été un peu gêné, pour ce qui me concerne, connaissant les règles en relations internationales, notamment en diplomatie, de voir que le côté du Bénin a réagi aussitôt à quelque chose qui paraissait comme une polémique, mais qui n'était rien de chose, ainsi au niveau. Alors que les règles en relations internationales, notamment en diplomatie, sont claires. Dès lors, il y a une incompréhension dans un État accréditant, on fait appel tout de suite. Là, quand un compatriote est embêté dans un État tiers, on fait appel ou on convoque l'ambassadeur pour explication. Donc le ministre de l'Intérieur convoque l'ambassadeur de ce pays pour avoir plus d'éclaircissements à un incident précis ou pas sur le territoire donné. Dès lors, les précisions sont données, généralement ça s'arrête là, et les médias disent souvent que le tel ambassadeur a été convoqué pour explication, mais le gouvernement ne s'en mêle pas et prend une décision. Là, ceci, on n'a pas compris pourquoi toutes ces étapes n'ont pas été respectées, et directement on est allé à prétendre qu'on va expatrier. Voilà. Et après, on se souvient notre communiqué, même pas une semaine plus tard, qui sort, là on essaye d'apaiser les choses, parce que vous comprenez que le Gabon a fait ses preuves sur la scène internationale. Si nous nous sommes battus après le coup de libération pour intégrer les instances régionales et sous-régionales, c'est dire que nous sommes, nous, attachés à cette fraternité africaine, à cette solidarité africaine. Quand on regarde encore le tableau des pays qui accueillent le plus d'Africains, il n'y a pas de tableau, comme le dit Yokarté, entre le Gabon et le Bénin. C'est dire que nous sommes un pays avec des bras ouverts, mais nous n'acceptons pas que ceux qui viennent nous salir. Vous parlez de politique intérieure, éclairez nos lanternes, parce que beaucoup ont mal pris donc, cette décision du gouvernement donc, de nationaliser les choses. Le beaucoup l'a aimé pour qui? Parce que ce n'est pas mis pour les Gabonais. Non, les Gabonais sont d'accord. Mais pas que les... Vous savez, ce qui est assez intéressant, c'est que quand on est habitué à ne pas s'occuper, à ne pas avoir un État qui, pendant longtemps, ne regardait pas la situation de la petite économie de son pays et ne voulait pas encourager ses compatriotes à s'intéresser à certains métiers, on a cru, les gens, nos amis d'ailleurs, ont cru que c'était un acquis pour eux. Donc, c'est-à-dire, non, le Gabonais ne peut pas être éboueur, le Gabonais ne peut pas être un commerçant, le Gabonais ne peut pas faire du taxi, ne peut pas faire du transport en commun. Donc, c'était tout bénéfique pour eux. Et c'est pourquoi je ne m'intéresse pas assez à ce genre de situation sur la toile. Parce que beaucoup de personnes, quand il s'agit du Gabon, vous allez remarquer que notre pays était, j'ai envie de dire, était une véritable source de bénédiction pour d'autres pays. Oui. Quand un étranger cherche à faire du buzz, il s'attaque au Gabon. Quand n'importe qui veut se rendre populaire, il indique... s'attaque au Gabon. Donc, il faudrait déjà s'attendre à ça. Il faudrait que les Gabonais aussi s'attendent à ça pour dire, quelle que soit la situation, si quelqu'un veut être important, il s'attaque au Gabon. Je suis désolé, mais une belle femme ne peut qu'avoir de la Côte d'Azur au Twitter, ne peut que
que romancer cette dame, on peut que faire de la cour à cette dame. Et nous sommes cette belle dame-là que toutes les autres nations, pour se rendre intéressant, tout le monde regarde le Gabon, tout le monde dit... Et c'est normal. Mais Arnaud Lilian, il va quand même falloir qu'on resitue ce contexte-là, surtout au niveau des réactions des différentes communautés. C'est souvent beaucoup plus les réseaux sociaux et les ressortissants. Et ça me ramène à venir sur ce que vous dites par rapport à la communication. Vous pensez qu'il y a un problème de connaissance. Un livre très réputé, connu aussi par vous, dit que faute de connaissance, mon peuple périt. À qui la faute? La faute à l'État qui accueille, à l'État qui laisse partir ses ressortissants, donc l'État d'origine. À qui la faute pour que des ressortissants soient dans un pays et qu'ils ne sachent pas exactement où se placer par rapport à la manière dont les choses sont faites dans le pays? C'est eux ressortissants, c'est la raison pour laquelle ils vivent en communauté. Et c'est la raison pour laquelle ils ont des représentants dans chaque communauté. S'ils ont des représentants dans chaque communauté, c'est que quand ils arrivent dans un territoire bien précis, ils vont se faire enregistrer, ils vont se faire connaître auprès de cette communauté. Et cette communauté dicte les règles pour dire, dans ce pays, voici les textes, voici les lois, voici comment on vit ensemble dans ce pays. Est-ce que vous avez déjà entendu en République gabonaise que nous avons des problèmes avec les Togolais? Non. Parce que souvent on les confond avec les Béninois, mais rarement avec les Togolais. Parce qu'on n'entend pas beaucoup, ils sont très respectueux avec les Sao-Toméens. Ils sont très respectueux. Avec d'autres communautés, il y a souvent ce respect parce qu'ils savent où est leur place. Ils n'essayent pas de s'immiscer dans les affaires politiques, les affaires administratives. Ils sont là pour faire du commerce et ils s'arrêtent au niveau du commerce. Alors que vous avez d'autres entités, bon, je n'ai pas envie de dire entités, d'autres nationalités qui s'intéressent au Gabon, pas qu'au commerce, qui veulent jusqu'à aller fonder des familles, s'immiscer dans la vie administrative et politique et tout ce qui va avec. Et là, à partir de là, on dit non. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que dans l'ensemble des pays voisins, c'est toujours quasiment le même pays, avec le Nigeria qui relève ce problème, avec le Congo qui relève aussi ce problème, avec le Gabon, c'est un peu plus pire. Et nous, c'est aussi nous, on veut dire. Ça va fâcher, mais pendant près de 20 ans, nous avons laissé aussi certaines communautés s'installer jusqu'au plus haut niveau. C'est-à-dire cette confiance que nous l'avons accordée, ils ont cru que c'était une confiance abusive, ils ont cru que c'était du manque de sagesse et d'intelligence, alors que nous avons vu ça comme une coalition, comme une manière de dire nous sommes un pays ouvert, et eux ils ont cru qu'en laissant la porte ouverte, il fallait entrer avec des haches et des machettes. Oui, et justement vous dites le Gabon, c'est cette belle dame qui est donc courtisée par beaucoup, et parce que se laisser aller a trop duré, certains ont pensé qu'il s'agissait donc de xénophobie, qu'on voulait faire sortir du pays des ressortissants béninois, et c'est aller dans tous les sens. Il faut donc être clair aujourd'hui, il ne s'agit pas de xénophobie. Mais celui qui parlerait de xénophobie en matière de... Pour ceux qui concernent le Gabon, c'est quelqu'un à qui je ne pourrais même pas adresser la parole. Parce que j'aimerais qu'il ait un manque de connaissances assez criardes. Parce qu'il suffit de taper sur Internet en matière de xénophobie au Gabon, en Afrique. Le pays qui donne le plus d'exemples, et je pèse mon mot, mais c'est le Gabon. C'est clair. Le Gabon est en tête de tout ce qui est accueil de ressortissants. Donc on ne peut pas parler de xénophobie en public gabonaise. Sauf qu'il faut comprendre un truc. Quand il y a maintenant ce qu'on appelle la préférence nationale en matière d'économie, cela peut fâcher certains ressortissants qui avaient l'habitude. Mais c'est aussi une faute à nous. Pourquoi je dis que la faute revient aussi parfois aux membres du gouvernement, ça va peut-être les vexer, c'est quand on prend une décision en Conseil des ministres, parfois il faut dater pour dire à partir de cette période-là, voici comment, mais il faut faire, après un Conseil des ministres, il faut une communication qui suit, une communication explicative de comment ça va se passer, parce que la compréhension d'une décision en Conseil des ministres n'est pas donnée à tout le monde. Il y a des personnes, si on a dit, le Conseil des ministres disait qu'à partir de maintenant, les petits commerces seront uniquement gérés que par les Gabonais. Vous avez 2 ou 3 activistes qui ont compris autrement. Le lendemain, ils sont sur le terrain et commencent à les mettre dehors, alors que ce n'est pas ce qui a été dit en Conseil des ministres. Ça a juste été mal compris et mal interprété par certains internautes. C'est la raison pour laquelle il faut toujours une conférence de presse après un Conseil des ministres pour mieux expliquer les décisions du Conseil des ministres qui peuvent être mal interprétés. Justement, donc on en reparle et on va revenir justement au nouveau patron du Gabon, 5e République. On a l'habitude de le dire dans notre langage, mais ça signifie aussi un chef de l'État qui est chef du gouvernement. Et lui, ayant remarqué certainement la vingtaine d'années, on va dire un peu de laisser aller à ce niveau-là, décide de mettre en place de prendre un certain nombre de décisions, de décrets, de lois pour dire Gabonais d'abord. Et là, sur le coup, si le chef décide, et comme vous l'avez dit, derrière, il n'y a pas de communication,
communication précise, ça veut dire qu'il y a quand même un problème Le derrière. chef ne peut pas tout faire. C'est la raison pour laquelle le chef a des collaborateurs. Le chef donne une instruction, donne une vision, à tout le monde s'aligner. Aujourd'hui, quand il dit Gabon d'abord, rien que par le discours du président, tout était clair. Quand on parle de souveraineté, penser de souveraineté économique. Il faut qu'on s'approprie notre propre économique. Trop de fiscalité échappe. Oui. Et cela coûte cher à notre économie. C'est la raison pour laquelle moi j'encourage. Ça va peut-être faire mal, mais j'encourage l'État gabonais aujourd'hui à organiser les choses, à ne pas mettre, à ne pas tout nationaliser, mais à tout encadrer. Encadrer de telle sorte que toute personne vivant au Gabon, soit un étranger ou pas, décide de s'intéresser à un secteur, que ce secteur soit encadré. De dire qu'à partir de maintenant, le domaine de transport, ce n'est pas réservé uniquement aux Gabonais, c'est réservé à tout le monde, à des conditions assez simples. À partir d'aujourd'hui, vous ne vous levez pas, vous achetez un taxi et vous faites du transport en commun. Non, il faut que vous apparteniez à une société. Très bien. Et cette société-là, elle est encadrée, c'est forcément une société qui appartient aux Gabonais. On dit que pour que tu puisses rouler ton taxi, il faut que tu sois partenaire d'une société gabonaise. Et cette gabonaise a un taux de taxi fixe. Je vais sur la base de 20. Il doit avoir 20 taxis au minimum pour tourner au nom de sa société. Ils doivent payer des impôts, payer la CNSS, payer un AMGS pour que tu puisses avoir l'agrément technique pour pouvoir faire du transport en commun en République gabonaise. Okay. Dès lors, c'est encadré juridiquement. Vous voyez que vous avez la même mise sur votre transport en commun et ces personnes vont payer des impôts, ces personnes vont payer la CNSS parce que c'est des travailleurs. Un commerçant est un travailleur, mais vous vous rendez compte que ces personnes ne sont pas immatriculées CNSS ou en AMGS. Très bien. On parle donc de cohésion sociale et vivre ensemble. Donc, pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, c'est quoi la cohésion sociale? Revenir sur les définitions. Et pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui? Mais vous savez, quand parfois les gens n'arrivent pas à s'entendre, ils ne peuvent pas se comprendre. Généralement, si on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, on finit par se chamailler, se disputer. Et s'il n'y a pas ce vivre ensemble, cette coordination entre vous et moi, on va en lambeau, notre économie prend un coup, parce qu'on passe plus de temps à nous chamailler qu'à construire. Alors que le président a été clair, il faut se mettre ensemble et c'est ensemble qu'on sera plus fort. Aujourd'hui, ce langage que nous avons aujourd'hui n'existe plus à l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'Africains, nous ne devons pas nous laisser emporter par certaines dérives qui sont sur les réseaux sociaux, parce qu'en réalité, les autres portent une réflexion au niveau de l'Europe sur comment garder et garantir une séparation significative entre les Africains. C'est à nous, Africains, de comprendre aussi, de dire que les outils qui sont mis en place pour que nous soyons toujours séparés et en mauvaise humeur, nous devons lutter contre, parce que notre cohésion sociale, notre vivre ensemble est bien plus grand que tout le reste. Et je vous rappelle que pour ceux qui font souvent des tours à l'Élysée, la cellule Afrique a l'habitude de réfléchir et de porter des réflexions profondes sur ça. Et ça s'attaque jamais aux cultures. Et en disant que si nous leur laissons dans un combat culturel, ils n'auront pas le temps de penser République. C'est la raison pour laquelle nous, en tant que pays et d'autres ressortissants, nous devons comprendre que les autres réfléchissent à comment nous séparer en permanence. C'est à nous d'avoir des garanties de comment être unis en permanence. Mais quel est le frein donc de se vivre ensemble en tant qu'Africains? Parce qu'on remarque justement, vous avez parlé, vous avez mis en lumière ici ce manque de compréhension des ressortissants d'autres pays dans le pays qui, pensaient avoir la main mise sur certaines choses, et lorsque l'État prend des décisions, au lieu de penser, comme vous le dites, dans une manière qui nous emmène à être ensemble, on pense plutôt à notre bénéfice à nous, malgré qu'on soit dans un autre pays. Donc, est-ce que c'est tout ça qui met un frein à se vivre ensemble aujourd'hui? Ce débat ne finit jamais. C'est un débat que vous remarquez aux États-Unis. C'est un débat que vous remarquez à l'Union européenne, notamment en France, en Italie, sur le fait de vivre ensemble, sur le fait des pays voisins, sur le fait de l'immigration. C'est un débat qui ne termine pas. Et ce débat est souvent là quand il y a deux problèmes. Problème de chômage et problème, finalement, de crise politique. Donc, il faut parfois trouver des débats sur lesquels on peut discuter. Mais quand tout est encadré, je répète parce que on ne peut pas avoir ce genre de débat si tout est encadré. Aujourd'hui, on va, et ce qui s'est passé est un bel exercice pour les futurs maires, parce que nous allons vers la décentralisation. Ce ne serait plus une affaire d'État, c'est comment aujourd'hui nos différentes collectivités locales vont pouvoir gérer ce genre d'événements, comment ils vont pouvoir gérer leur marché, comment ils vont vouloir... Plus proches il va falloir des personnes qui réfléchissent sérieusement sur en République gabonaise, le marché de Lambaréné, la mairie aujourd'hui qui en a la gestion, se trouve avec 200 places. Comment j'ai fait pour évacuer 200 places?
Combien de places moi je réserve à la population autochtone? Combien de places je réserve aux Gabonais? Parce qu'il y a la population autochtone lambarénée qui dit je veux, et il y a ceux qui viennent aussi d'autres provinces. Il faut porter cette réflexion et de dire et comment je réserve aussi des places aux pays et amis. Parce qu'il est difficile que du jour au lendemain, un Gabonais devienne commerçant. Ce n'est pas dans ses habitudes culturelles. Alors, Arnaud Liambillier, j'ai envie je rappelle quand même à ceux qui nous rejoignent, si vous nous trouvez, si vous nous rejoignez actuellement sur ce live ou alors devant votre écran en direct de Gabon 24, la matinale 6-9, nous sommes avec Arnaud Liambillier qui est analyste politique et consultant pour le compte de Gabon 24 et nous discutons autour de la question de la cohésion sociale et du vivre ensemble en ayant trouvé pour prétexte cette situation un peu ubuesque entre les Gabonais et les Béninois partis d'une petite incompréhension, je vais dire ça comme ça, dans un marché et qui finit par prendre des proportions incroyables. Quel est le rôle et on va parler de droits et de devoirs. Le Gabonais, lui, il s'est dit, bon, le président a dit, désormais, telle chose nous revient. On a un marché qui est mis à disposition et arrivé là-bas, on trouve 2 ou 3 qui ne sont pas Gabonais. Moi, j'ai le droit de dire que vous n'avez pas le droit d'être ici, mais est-ce que j'ai le droit de le dire de n'importe quelle manière? Parce qu'il y a aussi la manière dont on dit les choses et le canal qu'on trouve pour les dire, parce que tout de suite, on a l'humain direct et on commence à parler, même si on a raison. Est-ce qu'on doit pouvoir le faire? Mais d'abord, qui vous a mandaté pour dire qu'il n'a pas le droit d'être là? C'est pas parce qu'on se lève un matin, qu'on se dit activiste, qu'on peut se permettre certaines choses. Il faut avoir un mandat. La seule personne habilitée à dire à un étranger qui occupe une place dans un marché public que vous n'avez pas le droit d'être là, c'est le maire ou un agent de la mairie. Quelle est donc la procédure? Il faut aller voir un maire? Il faut aller voir le maire, dire au maire qu'on a fait ce constat. Et à vous de nous expliquer. Vous ne levez pas un bon matin, vous ouvrez un live et puis vous commencez à attaquer. On peut être enfermé pour ça, pour avoir pris cette initiative-là? Au niveau des textes, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Là, c'est sincèrement, moi, je ne peux pas savoir parce que ce n'est pas de la diffamation. Bon, ce n'est pas de la diffamation, c'est la dénonciation. Maintenant, est-ce qu'on peut être enfermé pour cette façon? Non. À cause des répercussions on peut peut-être être enfermé pour mise en danger d'autrui, parce que vous avez divulgué une personne, vous n'êtes même pas très sûr que la personne est béninoise, peut-être vous avez divulgué, voilà. Donc peut-être pour mise en danger d'autrui, là peut-être vous pouvez être entendu pour ça, mais être enfermé, je laisse les juridictions compétentes en décider. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que il est rarissime, et je n'ai pas souvenance qu'au niveau du Gabon ou à l'étranger, que le peuple gabonais ait eu à avoir ce genre d'attitude et de comportement néfaste, c'est-à-dire vivant dans un autre territoire. C'est ça. C'est dire que généralement, quand nous, on y va ailleurs, on a du respect pour les autres, on ne se mêle pas de leur économie. Si on fait du commerce en ligne pour venir au Gabon, on ne se mêle pas de leur politique, on ne se mêle pas de leur administration. En retour, c'est ce que nous demandons généralement aux pays qui viennent vers nous, aux ressortissants qui viennent au Gabon, pour dire ne vous mêlez pas de notre économie, ne vous mêlez pas de notre politique, ne vous mêlez pas de notre administration. L'économie encore, ça peut se discuter. Pourquoi? Parce que de la grande économie, oui, nous avons besoin. Parce que nous n'avons pas assez de milliardaires. Oui, vous avez des milliardaires étrangers qui peuvent venir investir. Mais là, nous parlons, pour être clair, de la petite économie, parce que nous avons besoin de récupérer ce marché. À l'époque, ce pont de l'économie n'intéressait pas les Gabonais. Le petit commerce n'intéressait pas les Gabonais. La cordonnerie n'intéressait pas les Gabonais. Le transport en commun n'intéressait pas les Gabonais. On ne connaissait pas ce qu'on appelle la boutique. Ce qu'on appelle les sommetiers en général. La boutique, même en République gabonaise, si on continue à regarder les arrêtés, c'est interdit. Parce que nous avons des épiceries. Parce qu'en République gabonaise, il est formellement interdit la vente de produits de première nécessité en détail. Ce que font les boutiquiers. Donc pour les mises en considération de danger, etc., nous, on avait évité, on connaissait les épiceries. Là, vous achetez un truc en gros et vous rentrez chez vous. Donc ils ont amené du détail et c'est le détail qui a fait en sorte qu'on va vers eux. Alors que si on revient simplement sur le mot d'épicerie, je crois que, et là pourquoi je parle beaucoup d'encadrement, il faut que certaines choses soient encadrées, il faut que quelqu'un qui décide de faire un commerce ait l'agrément technique du ministère du Commerce, là où tout est encadré. Et on revient encore aux droits et devoirs. Exact. Si ceux qui doivent donc faire donc, la régulation de toutes ces choses ne font pas leur devoir, il ne faut pas leur devoir. Et écoutez, on assiste à toutes ces dérives. Oui, mais écoutez, si vous donnez de l'argent à un maçon pour vous construire une maison et que jamais vous n'allez regarder, mais tout le temps vous dites qu'il manque du ciment, il manque ceci, il manque cela. C'est la raison pour laquelle, quand on a décidé de
quand on parle de la restauration des institutions, les gens ont cru que c'était simplement les institutions constitutionnelles, mais en réalité, il s'agit de tout, de restaurer tout. Parce que pendant longtemps, le jeu politique a dominé sur le jeu administratif. On a cru que le jeu politique était bien plus important que le jeu administratif, alors que ce n'est pas vrai. Pendant près de 40 ans, la mairie a cru qu'elle avait du pouvoir sur certaines choses, alors que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, la mairie de Libreville fait dans l'hygiène publique, fait dans ce... alors qu'il y a une direction générale de l'hygiène publique. On est arrivé pendant cette période de Covid où on est arrivé à un véritable problème entre la Gaza et puis la direction générale de l'hygiène publique, où la Gaza donnait des agréments, on disait mais non, ce n'est pas de votre compétence, c'est de la compétence du ministère de la Santé et notamment de la direction générale de l'hygiène publique. Donc c'est la restauration de tout ça pour dire où est ta place, qu'est-ce que tu fais réellement. Vous avez des commerçants aujourd'hui qui n'ont pas d'agrément technique du ministère du Commerce. Vous avez aujourd'hui des transporteurs qui n'ont pas d'agrément technique du ministère du Transport. Et tous croient qu'il suffit que je sois à jour au niveau de la mairie de Libreville. Mais non, en matière de texte, ce n'est pas que la mairie de Libreville. Vous avez le ministère du Transport. Mais parce que pendant longtemps, le jeu politique, on disait, bon, c'est le maire, bon, on laisse la mairie prendre. Voilà. Alors que c'est faux. Là, on va aller vers la décentralisation. Ça va être un peu plus difficile, un peu plus regardant. Aujourd'hui, il faut sortir des fiches. Il faut que les fonctionnaires réfléchissent pour dire, voici la Mercury aujourd'hui, voici ce que nous allons sortir, pour avoir tel type de commerce, voici tout l'ensemble de données qu'il faut avoir. C'est donc de bon gâteau ça, mais d'aucuns se posent la question de savoir, enfin, s'interrogent sur le silence des autorités. Vous disiez au début que justement les autorités ne se lèvent pas comme ça pour réagir. Quel est donc le délai dans ce genre d'affaires pour attendre la réaction des autorités? Il n'y a pas de délai. L'OBNA a décidé de communiquer, le Gabon ne communique pas, c'est aussi simple que ça, parce que nous n'avons pas à communiquer sur une affaire des réseaux sociaux. Nous ne sommes pas dictés par le pas des réseaux sociaux. Très bien. Donc, on ne va pas communiquer dessus. Voilà, merci donc Arnaud Lilian-Villiers d'avoir répondu à nos questions. Nous rappelons que vous êtes donc analyste politique, consultant de Gabon 24. Moi qui vous remercie. Voilà, merci de nous avoir suivis.